Bien, bonjour à tous. Alors déjà, je veux vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je n'ai pas mis le fond d'écran de Rémi, que je n'arrive pas à mettre, je ne sais pas pourquoi, mais vous aurez mon sapin de Noël. Voilà, c'est une manière de vous voilà, souhaiter plein de bonnes choses pour cette fin d'année, beaucoup de joie, de partage chaleureux. Voilà. Donc, cela étant dit, donc, mon propos aujourd'hui, c'est de contribuer un petit peu à une réflexion préliminaire sur euh, les journées qui vont concerner la prochaine figure inspirante à laquelle, sur laquelle on va réfléchir ensemble hein, lors d'un prochain colloque. Il s'agit d'une figure inspirante qui n'est pas de notre monde occidental, puisqu'il s'agit de Jigoro Kano, qui est le fondateur du judo. Donc, je vais éclairer en fait ce en quoi Jigoro Kano a été une figure inspirante pour moi, évidemment à partir de mon expérience, puisque nous ne sommes ni dans le cadre d'institutions éducatives, hein, ni dans le contexte d'un champ scientifique sur lequel effectivement nous travaillons ensemble. Hein, il s'agit vraiment d'un pas de côté. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais vraiment essayer de vous faire comprendre en quoi il a été une figure inspirante et dégager des axes qui pourraient contribuer à d'autres réflexions à partir justement de cette expérience vécue. Alors, le judo, je parle du judo traditionnel, contre une image qui est peut-être communément admise hein, chez les Occidentaux, n'est pas un sport. C'est avant tout un principe et ce principe d'ailleurs, il peut être mis en œuvre dans d'autres contextes que dans celui des arts martiaux hein, qui finalement est son premier champ de application. Donc, c'est un principe, et ce principe, en quoi il consiste? Eh bien, c'est le principe de l'efficacité maximale dans l'usage de l'esprit et du corps. Alors, quand on entend ce mot efficacité, on pourrait, en tant qu'occidental, y lire une relation avec la notion de performance. Ça n'est pas du tout le cas. Ce principe, hein, c'est vraiment pour Kano le fondement d'une dynamique éducative de l'individu, et du collectif aussi, qu'il a cherché à déployer à travers la façon dont il a revisité un art martial orienté vraiment vers le combat qui s'appelle le Jiu-Jitsu. Alors, en quoi effectivement il a été contributif pour moi? Eh bien, il m'a permis de rentrer dans ce que je qualifierais de bildung interculturel. Alors, quand on parle de Bildung, hein, je vais reprendre une citation d'un petit article hein, qui est paru sur ce terme dans le vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique, hein, sous la direction de Christine Delory-Montberger. Donc, quand on s'intéresse à la Bildung, au fond, on met en avant tout la dimension anti-réductionniste de l'éducation que ce terme promeut. La notion de Bildung, elle interdit de ramener la formation à un apprentissage technique ou à une adaptation utilitaire dans un cadre institutionnel donné. Se former engage tout l'être dans ses dimensions physiques, affectives, cognitives, intellectuelles et même spirituelles, dans une quête existentielle faite à la fois de problèmes et d'épreuves. C'est effectivement ce que moi j'ai vécu dans mon apprentissage du judo. Et évidemment, la dimension d'interculturalité, elle est liée au fait que, en devenant judoka, j'ai fait l'expérience d'une voie éducative venue d'ailleurs, qui a questionné tout un ensemble de représentations, et au premier chef, mon rapport à l'action et à l'éducation. Donc, quand je dis une voie éducative, hein, cette voie, elle vise à apprendre à être, à travers
ce qui est désigné sous la notion de voie de la souplesse. La souplesse est entendue ici comme une modalité d'adaptation au monde pour survivre et se déployer, exactement comme le cerisier qui en hiver ploie sous le poids de la neige et s'en débarrasse sans s'opposer ni résister, finalement en installant une confiance et une capacité en ses ressources qui est, dans la représentation de Jigoro Kano, d'ailleurs, garante de l'esprit de paix. Et donc, pour préparer cette intervention, j'ai relu un certain nombre d'ouvrages qui, pour moi, ont été des entrées culturelles dans le judo. Je vais vous les montrer. Voilà, je ne sais pas, comme j'ai mon texte à la... Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, le judo école de vie d'un monsieur qui s'appelle Jean-Lucien Jazarin, qui est un des grands noms, on va dire, des grandes références, effectivement, en France, autour de la compréhension de ce qu'est l'esprit du judo. Et justement, son second ouvrage, c'est L'esprit du judo, voilà, écrit aussi par lui. Donc, dans le premier ouvrage que je vous ai présenté, un judo école de vie, pour rendre compte justement du lien paradoxal qu'on pourrait trouver entre apprentissage de l'esprit de paix et apprentissage du combat. Jean-Lucien Jazarin cite donc une phrase du Mahatma Gandhi, qui est la suivante: « Je vois comment je peux prêcher la non-violence à ceux qui savent mourir, mais à ceux qui ont peur de la mort, je ne peux. » Alors évidemment, nous ne sommes pas dans de telles extrémités quand nous pratiquons un art martial, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que s'éduquer à l'esprit de paix passe par un travail sur la peur de soi, la peur des autres, la peur des circonstances, et c'est un des leviers éducatifs tout à fait déterminants sur lequel on travaille quand on rentre dans cette discipline éducative. Alors, juste quelques petits éléments chronologiques, parce que je pense que c'est intéressant de le noter. Moi, j'ai rencontré le judo assez tardivement, j'avais 23 ans, et je l'ai rencontré dans le cadre d'un stage sportif que j'avais fait un été. L'idée, c'était de pouvoir découvrir des pratiques sportives que nous ne connaissions pas et qui nous attiraient. Donc, moi, j'ai choisi de m'initier au judo et j'ai été vraiment tout à fait étonnée et très interpellée par le rapport au corps que cette discipline, finalement, promouvait, qui était extrêmement créatif et très libérateur par rapport à tout un ensemble de tabous socioculturels qui sont les nôtres. Alors, ce rapport au corps, il passe par la capacité de pouvoir être au sol, de ne plus être dans une verticalité qui pour nous consacre une certaine manière d'être humain. Ce rapport au corps se caractérise aussi par une créativité extraordinaire dans la compréhension des possibles en termes de mouvement du corps humain, et puis aussi justement les interactions entre les corps qui permettent justement d'interroger le rapport à soi et le rapport au monde, sans que ces corps en contact, avec une proximité parfois qui est très très grande, nous renvoient à des domaines qui sont des domaines justement qui relèvent de tabous comme la sexualité ou la violence. Et donc cette première rencontre, elle a été décisive parce que dès la rentrée de septembre, j'ai décidé de m'inscrire en club. Et là, j'ai commencé à faire l'expérience de ce que ça veut dire devenir judoka. Je dis bien devenir judoka parce que finalement, on ne cesse de le devenir, on ne l'est jamais, puisque l'apprentissage qui se fait à travers la pratique est sans fin. Alors, pour rendre compte des éléments qui sont tout à fait majeurs
pour comprendre ce qui singularise cette expérience éducative très, très spécifique, il faut mettre en avant un certain nombre de choses. Déjà, le judo, c'est un cadre, à savoir l'espace ritualisé du dojo. Et quand j'utilise le mot ritualisé, c'est au sens fort. Je fais référence justement aux travaux de Christophe Wulff en anthropologie culturelle qui montre comment effectivement cet espace, la dimension du rituel a des effets performatifs, et c'est tout à fait le cas pour le judo avec le dojo, puisque lorsqu'on commence la pratique, on salue, mais on ne salue pas uniquement le maître, c'est-à-dire Jigoro Kano, dont une photo est toujours accrochée dans le dojo, mais on salue le dojo lui-même, c'est-à-dire qu'on salue un espace qui est un espace sacralisé, qui est le lieu où l'on va justement s'engager dans un apprentissage en respectant tout un ensemble de règles et de principes. Et puis, on salue aussi l'enseignant, qui se trouve celui qui va nous entraîner dans l'apprentissage, en étant finalement sous la lumière du fondateur lui-même, et qu'on va, quelles que soient ses limites où c'est possible, vraiment investir de ce statut de maître. Et puis, on va aussi, finalement, à travers ce salut fait au dojo et à l'enseignant, saluer aussi le groupe lui-même, puisque c'est à travers l'autre que l'on va pouvoir justement apprendre. Donc, cette ritualisation, elle est là pour honorer l'expérience qui va se vivre, le travail effectué, et cela n'est possible qu'à travers un certain nombre d'éléments de conduite qui concernent la tenue, non seulement le vêtement, puisque nous portons une tenue particulière, un judogi, mais aussi l'attitude qui est faite de silence, de dignité dans la posture, et puis aussi qui se manifeste à travers un certain nombre de comportements, un sens de l'obéissance et de la discipline, et évidemment un respect à l'égard de l'autre. Une autre dimension majeure, justement, c'est autrui, puisque un des principes majeurs du judo, c'est coopération et entraide mutuelle entre pratiquants dans l'apprentissage du combat et dans le rapport à l'enseignant ou au maître. Ces autrui significatifs sont vraiment ceux avec lesquels et ceux par lesquels, justement, on peut apprendre. Une autre dimension majeure qui, finalement, concerne davantage soi, c'est comment, effectivement, à travers la pratique qui s'opère dans le dojo avec ces autrui significatifs, eh bien, on rencontre la résistance du réel. Quand on s'entraîne à travers le randori, qui est un combat libre, qui est vraiment centré sur l'apprentissage, ou quand on rentre vraiment dans des combats où la question de l'aboutissement, c'est-à-dire la projection ou une clé efficace se joue, ce qu'on appelle le shiai. Dans les deux cas, en tout cas, on est confronté finalement à la réalité. Ça marche ou ça ne marche pas. On ne peut pas tricher. Il y a donc une forme d'authenticité qui est vraiment source d'apprentissage, puisqu'on peut jouer beaucoup avec les mots, comme le rappelait Sylvie, mais face à l'action et à ce qu'on est capable de réaliser en agissant, eh bien, le verdict est imparable. Donc, il est vraiment source de méditation, de réflexion. Autre dimension qu'on cultive, c'est un sens de la présence qui s'opère surtout autour de la perception. On s'observe, et cette observation, même si elle ne donne pas lieu dans un premier temps à une démarche de réflexion, dans l'après-coup, eh bien, elle peut
être reprises, hein, et permettre de développer la conscience que l'on a de soi-même et des autres et de la situation. Là, le rapport à la chute, puisque la caractéristique du judo, c'est d'apprendre à chuter, c'est quelque chose de majeur, puisqu'il s'agit non seulement éventuellement de gagner des combats, mais surtout d'apprendre la chute. La chute, hein, c'est l'acceptation de l'échec, c'est la compréhension de l'humilité foncière de notre condition. Hein. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et la chute, hein, c'est au cœur de la pratique parce que elle dit justement quelque chose de notre rapport à la peur, de notre rapport éventuellement à la douleur, de mal chuter, de se faire éventuellement une blessure. Et il faut savoir que les très vieux judokas, hein, ceux qui sont donc bien largement au-delà de l'âge auquel, hein, on est censé pratiquer le judo de façon sportive, hein, eh bien, les très vieux judokas, vous les voyez toujours travailler leur chute, alors même qu'ils sont, comme on dit, hein, dotés de la ceinture garde-barrière, hein, rouge et blanche, hein, qui, dans l'univers des ceintures de judo, dit quelque chose, hein, du degré de maîtrise de cet art. Ils sont toujours en train de travailler la chute parce qu'on ne cesse jamais finalement d'apprivoiser la peur. Voilà. Alors, ça, c'est un premier aspect. Alors, je fais pas gaffe à l'heure, donc Rémi, dis-moi. Oui, Alors, il faudrait faire attention à l'heure, parce que comme on doit se quitter à 12h30, il y a encore deux d'accord, ça marche. communications, Bon, et alors, ça donc, nous faut un quart d'heure chacun. je termine très vite. Bon, donc de tout cela est né un très fort intérêt relativement à la culture sino-japonaise, et j'ai découvert un certain nombre de principes, hein, qui m'ont permis justement de questionner ce rapport à l'action, en particulier ce qu'on appelle le Wu Wei, c'est-à-dire le non-agir, et qui finalement met en avant une attitude de réceptivité et de disponibilité extrême aux événements et aux situations dans lesquelles nous sommes inclus, sans en avoir une réelle maîtrise, mais c'est à partir de cette attitude que l'on peut véritablement agir conformément avec un ordre qu'on peut qualifier de cosmique, hein, ou qu'on peut renvoyer à l'ordre de la nature, et c'est au cœur justement de l'efficacité maximale qui est le principe même visé par le judo. Une autre notion majeure pour moi, qui est le kime, qui concerne le sens de l'action et qui justement renvoie à la capacité justement d'agir en évitant toute déperdition d'énergie lorsque l'on s'engage dans l'action. Et évidemment, cette capacité, hein, d'engagement dans l'action avec cette résolution qui permet d'agir, elle est inséparable aussi à la capacité d'être attentif à la situation dans laquelle nous sommes engagés. Bon, j'aurais aimé vous parler effectivement de cette notion de pratique qui est au cœur de la discipline qu'est le judo, hein, pratique qui vraiment met en avant fondamentalement le corps, et c'est à partir du corps que l'on peut véritablement se développer, et non pas à partir d'une position où on s'affirme comme sujet. Dans l'idée de la pratique, ce qui compte, c'est le verbe et pas le sujet. Et donc, pour pouvoir justement pratiquer véritablement et rentrer dans une forme de justesse de l'activité, eh bien, il est nécessaire justement d'effacer un moi qui va venir perturber ce processus d'attention à la situation nécessaire justement pour agir adéquatement. Alors, cette bildung interculturelle, elle a eu des conséquences. Elle a eu des conséquences dans la façon dont je me suis construite comme enseignante, parce que pour vous dire les choses très clairement, et voilà, sans triche, je n'ai strictement rien appris quand j'ai été confrontée à des espaces de formation institutionnelle à ce métier. Et justement, cette bildung interculturelle, elle m'a donné
deux notions majeures, qui est comment on s'affirme dans son autorité. Et vous pouvez voir le lien, hein, que l'on peut faire avec justement cette notion de wu wei, hein, cette non-action qui n'est pas passivité ou inactivité, et de qi et puis aussi la place du corps. Donc, j'ai commencé donc, le judo il y a maintenant très très longtemps. À cette époque, hein, les neurosciences n'étaient pas encore sur le devant de la scène en ce qui concerne l'éducation. Le judo m'a permis justement de donner une place au corps dans les apprentissages. J'ai monté une association, hein, autour du développement de la culture du corps, parce que effectivement, demander à des élèves d'être attentifs, demander à des élèves d'être présents, eh bien, ça suppose des clés que, d'un certain point de vue, j'avais trouvées dans le judo. Et puis, autre incidence majeure, cette bildung interculturelle, elle a construit mon rapport à l'apprentissage adulte, c'est-à-dire comment effectivement, à travers les situations, je me confronte à ce que je suis, à ce que je suis capable justement d'observer de moi-même et comment j'apprivoise la peur et j'accepte l'erreur et j'en apprends. Voilà. Je vous remercie.